Je n'ai passé que quelques heures de ma vie avec elle, une dizaine, depuis l'année de mes 13 ans où je la vis pour la première fois sur le chemin de la maison, jusqu'à sa mort brutale à l'aube de nos 15 ans. Tout ce qui la concernait était consigné dans le moindre détail dans un cahier d'écolier sur lequel j'avais écrit au feutre rouge « Privé SVP ». Telle heure, tel jour, un échange de mots, un regard, des minutes anodines mises bout à bout. Mais ce qui se jouait était bien au-delà, car le simple fait de la voir me procurait un sentiment de plénitude tel que ne plus la voir modifia le cours de ma vie. Comment quelqu'un que l'on connaît à peine peut procurer ce sentiment? Je me suis replongée dans les pièces à conviction qu'adolescente je gardais précieusement, dans les souvenirs que j'avais transcrits, dans les preuves que j'avais accumulées durant toutes ces années pour me convaincre de notre lien si particulier. En ordonnant les faits, j'ai pour la première fois le sentiment d'avoir vécu une histoire, l'histoire dont je m'étais sentie privée par la fatalité, l'histoire de mon premier amour. Pièce à conviction numéro 1. Rêve, printemps 1986, 12 ans et demi, peu de temps avant de la rencontrer. J'ai fait un rêve troublant avec une jeune fille de mon âge. Son visage était caché et je lui demandais avant de me réveiller comment je saurais que c'est toi quand je te reverrai. Tu me reconnaîtras. Ce rêve suggérait que j'allais la rencontrer. J'en fis le vœu. Pièce à conviction numéro 2, Le manque. Été 1986, 13 ans. Le rêve m'a laissé un sentiment de vide profond, d'immense solitude dont je n'avais jamais pris conscience. Quelqu'un me manquait. Je ne me reconnaissais pas dans le monde et l'idée que cet inconnu puisse entrer dans ma vie me ravissait. À 13 ans, au milieu des années 80, la possibilité d'éprouver une forme d'attraction pour une fille m'était inconnue. L'amour entre deux femmes n'existait pas. J'espérais une amitié fusionnelle, platonique, à la vie, à la mort. Je me suis mise à guetter la venue de mon âme sœur. Pièce à conviction numéro 3, Voisine, été 1986, 13 ans. Elle a emménagé sur le chemin de notre maison en 1986, durant l'été de mes 13 ans. Je me souviens d'avoir été doublée par une Honda Civic alors que je promenais notre chienne Zoé et d'avoir vu se retourner sur moi une silhouette à l'arrière de la voiture. Je me souviens d'avoir remarqué le passage de cette voiture devant la maison, de plus en plus souvent, d'avoir repéré ses horaires de passage, tôt, vers 6h50 du matin, et le soir, peu après mon retour du collège à vélo. Je me souviens d'avoir ressenti quelque chose d'inédit et de suffisamment attractif pour espérer la revoir chaque fois que je marchais sur le chemin. Durant les mois qui ont suivi, je me mis à sortir Zoé régulièrement, alors que nous avions un parc de plus d'1 hectare dans lequel elle pouvait gambader. Je voulais savoir qui se cachait à l'arrière de la voiture et continuait à m'observer sans la moindre discrétion. Je me souviens de la première fois où je la vis passer à vélo, de cette fois où la silhouette sortie de l'ombre eut un visage. Je me souviens de ses yeux. Je n'avais jamais éprouvé une chose pareille. Ce qui émanait d'elle me saisit, son dégagement, l'impression de la connaître depuis toujours. Un sentiment de déjà-vu qui me rappelait mon rêve. Je sortais marcher sur le chemin dans l'espoir de la revoir, en l'appelant de tout mon cœur, mais je feignais l'indifférence quand je la croisais. À peine un signe de tête.
comme on fait à la campagne, quand on croise quelqu'un sur sa route. Pièce à conviction numéro 4, Jumelles, printemps 1987, 13 ans et demi. Au printemps, mon grand frère de 16 ans fait sa connaissance dans le bus qui dessert la ville voisine. Lui pour se rendre au lycée et elle au collège. Olivier fait l'interprète. Il lui raconte tout sur moi, il me raconte tout sur elle. Je la vois plus souvent. Il m'arrive de la doubler à vélo lorsqu'elle rentre du bus à pied. J'allais apprendre des informations capitales qui me conforteraient dans l'idée qu'elle était la fille de mon rêve et qui décupleraient ma fascination. Elle s'appelait Claude. Quand j'ai appris son prénom, je vis dans sa proximité avec le mien un signe. Nous avions Aude en commun. Et je regrettais que mes parents n'aient pas orthographié Maude avec un E. Elle était née 4 jours après moi. À 13 ans, me dire que nous avions passé notre vie utérine en même temps voulait dire beaucoup. J'avais toujours fantasmé l'idée d'avoir une jumelle. Et ma mère m'avait raconté qu'elle avait cru un temps attendre des jumeaux, mais que j'étais sortie toute seule. Pièce à conviction numéro 5, la méthode rose. Mon frère m'apprend que son père a été mon professeur de piano quand j'étais enfant. Je n'avais suivi qu'une année de cours avec lui, année à l'issue de laquelle je décidai d'abandonner, car je n'étais pas transcendée par les exercices de la méthode rose. J'ai en mémoire une image de cette époque. Une fillette d'environ mon âge me fixe, sans bouger. Toute mon attention est portée sur elle. C'est la fin du cours. Ma mère venue me chercher discute avec l'épouse du professeur qui nous la présente comme sa fille. Ces deux enfants se regardent en silence alors que les grandes personnes discutent autour d'elle. Cette scène est restée si profondément ancrée que je peux l'observer aujourd'hui comme un instantané. À quoi pouvais-je penser plonger ainsi dans le regard de Claude? Que pouvais-je éprouver? Quand je vois la place prise par la musique dans ma vie, le rôle capital de ma rencontre avec Claude dans ma création, je suis troublée par le fait que ce soit son père qui m'ait initiée au piano, son père qui m'a appris le solfège, que son écriture figure sur mon premier cahier de musique. Pièce à conviction numéro 6, Médium, printemps 1987, 13 ans et demi. Quand mon frère me dit un soir que Claude est médium, je vais en chercher la définition dans le dictionnaire. Personne pouvant servir d'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Je vois ça comme un super pouvoir qui me rappelle un de mes films préférés, Dead Zone, de David Cronenberg, dans lequel un homme, à la suite d'un accident de voiture, découvre qu'il peut voir l'avenir des gens en leur touchant la main. Ce don effrayant et fascinant la rend à mes yeux encore plus extraordinaire. Claude lui avait raconté des visions terrifiantes qu'elle avait eues et lui avait dit qu'elle mourrait jeune. Cette dernière information me bouleverse, mais je trouve refuge dans l'idée rassurante que jeune veut simplement dire avant d'être vieille, donc dans longtemps. J'en conclus qu'au printemps 86, dans mon rêve, elle est venue m'annoncer son arrivée, que nous sommes connectés. Pièce à conviction numéro 8, La flic, printemps 1987, 13 ans et demi. À partir de juin, je retranscris dans mon cahier d'écolier toutes les fois où je la croise. Mes notes ressemblent à un rapport de détective, écrit à en croire la graphie malhabile dans la précipitation pour ne rien oublier. Des détails insignifiants, des horaires à la minute, les noms étrangers à mon cercle d'intime rayés, comme s'ils venaient entacher le souvenir. On dirait des réponses à un interrogatoire. Lundi 29 juin 1987. Retranscription détaillée. Elle est venue regarder un film vidéo. C'est elle qui est allée chercher la cassette vidéo. Elle a pris un film d'horreur. Il y est question d'un fou qui a tué tous les ivrognes avec une perceuse. Killer Driver. Elle est arrivée à la maison vers 16h. Elle est venue vers moi. Elle m'a fait la bise en me disant « Enchantée ».
Vers les 18h52, j'ai été voir maman en lui disant qu'il était l'heure de Santa Barbara. Elle m'a dit que j'avais qu'à le regarder dans la chambre ou dans le salon. Je lui ai dit que je voulais le regarder dans le salon. Elle m'a dit que j'avais qu'à demander à Claude si elle voulait regarder Santa Barbara, mais j'ai pas osé. Alors j'ai été regarder Santa Barbara vers les 19h et elle est tout de suite arrivée. Moi, j'étais dans le fauteuil à bascule, elle dans le fauteuil de gauche. Olivier était là, lui aussi, mais il est tout de suite parti dans sa chambre pour téléphoner, enfin je crois. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne... Nous nous sommes donc retrouvés seules, toutes les deux dans le salon. C'était merveilleux. Nous avons regardé Santa Barbara sur TF1 dans le silence, jusqu'au moment où il fut coupé par la publicité vers 19h15. Là, elle me faisait sur celle-ci quelques petits commentaires. Je répondais par oui, non. Après, Santa Barbara a repris. Claude a changé de fauteuil. Elle est allée dans le gauche. Olivier est arrivé. Et là, on a commencé à discuter. On parlait de Santa Barbara. Puis, nous avons mis la table dehors. Olivier nous a demandé si on aimait la musique qu'il était en train de nous faire écouter. On a toutes les deux dit oui. La musique, c'était Fra Lippo Lippi. On a aussi fait la remarque que j'étais de 4 jours plus vieille qu'elle, que nous sommes presque jumelles, d'âge bien sûr. Quand Olivier a fait la remarque que nous étions presque jumelles, elle a rigolé en nous regardant, moi, Olivier, et j'ai fait la remarque d'âge bien sûr. Et nous avons encore parlé de tard et de tas de choses. Ensuite, vers les 22h15, il lui a proposé de la ramener. Elle a dit OK. Elle est venue me faire la bise pour me dire au revoir. Olivier cherchait la laisse du chien. Il ne la trouvait pas, ce qui fait qu'elle m'a dit au revoir à plusieurs reprises. Après, elle me disait au revoir en me disant bye, etc. et en me faisant un signe de la main. Ils ont dû partir à 22h30. Ce fut une soirée merveilleuse que je n'oublierai jamais. Ce fut mon premier vrai contact avec elle. Claude est vraiment une fille super. Elle est belle, elle a un super look. Claude, je t'adore. En plus, c'est super parce qu'elle a touché un peu à tout, ce qui me laisse plusieurs souvenirs d'elle. Elle a touché aux animaux, caresses, bisous, aux télécommandes, aux portes, à la sonnerie, au téléphone, à la chasse d'eau, etc. Elle s'est assise à plusieurs endroits. Je n'en finirais jamais si je disais tout. Pièce à conviction numéro 10, la déchirure. Mardi 30 juin, 13 ans et demi. Ce jour-là, j'étais retournée chez le coiffeur. Je lui avais demandé... court et légèrement plus long sur le dessus de la tête. Comme Claude. Vers 20h, elle avait sonné à la porte du jardin simplement pour me voir. Elle venait me voir, moi, voir la coupe dont nous avions parlé la veille. Je restais à la fenêtre sans descendre la retrouver. J'avais les larmes aux yeux car je venais d'apprendre par mon frère qu'elle déménageait. Qu'elle partait vivre loin alors que la veille au soir, je m'endormais pleine de rêves et d'espoir. Elle m'a dit que ma coupe m'allait bien. Je m'éclipsais sans lui répondre. Mes cheveux n'avaient plus la moindre importance et je ne pouvais rien lui dire du drame que je vivais intérieurement. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qu'on connaît à peine qu'on est dévasté par son départ. Elle n'a rien su de mon déchirement. Quelques jours plus tard, je partais en séjour linguistique de 3 semaines en Angleterre. Je la vis une dernière fois, le jour de mon retour. Le 24 juillet 1987, vers 16h20. Elle était passée voir mon frère et partait au moment même où j'arrivais. À quelques minutes près, nous nous serions loupés. Pièce à conviction numéro 11, Fra Lippo Lippi, été 1987, 14 ans. J'étais partie sans avoir pris le temps d'enregistrer sur cassette le vinyle In Silence de Fra Lippo Lippi, qui était pour moi comme la bande originale de ma soirée avec Claude. 2 morceaux, The Inside Veil et Recession, me plongeaient immédiatement dans le temps fort du dîner où nous étions assises l'une à côté de l'autre, joyeuses et complices. J'aurais voulu les écouter avec mon Walkman dans le train, le ferry ou sur la route des vacances, à l'arrière de la voiture de mes parents. Nous étions mi-août et je les accompagnais dans un périple d'1 semaine, durant lequel nous resterions quelques jours à Vigny, chez mes grands-parents maternels.
Le piano de ma grand-mère était à l'étage de la maison, dans une pièce mansardée, comme je les aime, une pièce cocon. J'aimais m'y réfugier pour jouer à l'oreille mes 2 titres favoris de Fra Lippo Lippi et laisser mes doigts empreints d'émotion glisser vers d'autres notes. J'étais amoureuse et pouvais exprimer en musique ce que je ressentais, qui n'avait pas de mots. Ce fut une révélation. En rentrant, je dis à ma mère que je voulais reprendre le piano. Mes parents m'offrirent un clavier numérique avec un casque me permettant d'en jouer dans ma bulle et je suivis des cours particuliers dès la rentrée. Pièce à conviction numéro 13, son retour. Printemps 1988, 14 ans et demi. Au mois de mai, j'appris qu'elle était revenue vivre dans la région. Sur la carte, ma règle indiquait désormais 20 km de distance. Un seul lycée dans ce périmètre. Nous nous retrouverons à la rentrée. C'était certain. Je compte les jours. Une centaine, jusqu'à la rentrée de septembre. Pièce à conviction numéro 14. Le carnet, fin juin 1988, 14 ans et demi. Nous nous trouvions, ma mère et moi, dans une boutique de meubles exotiques. Il y avait des carnets à couverture en tissu près du comptoir. L'un d'eux me plaisait particulièrement bleu, avec des motifs asiatiques brodés. Ma mère me l'offrit. Pour combler l'absence de Claude, j'ai entrepris de lui écrire dans ce carnet, de lui raconter mes journées, de tenir un journal qui lui serait adressé, pensant que je lui offrirais. Je l'ai commencé le jour de mon anniversaire, le 2 juillet 1988. C'était le début des grandes vacances et les jours suivants s'enchaînaient, légers. Samedi 9 juillet 1988. Olivier est rentré ce soir de Montpellier et est reparti pour une beach party. Quant à moi, ça y est, j'ai mon vélo moteur. Il est super mignon, je dirais mignonne, ma mob. Ça lui va mieux. Elle a 15 ans, toute blanche, toute neuve, elle n'a presque jamais servi. C'est une 101 Peugeot, toute petite, légère, on dirait un vélo. Que de blabla. Enfin, ça me fait plaisir, c'est exactement la mob dont j'avais envie. Lundi 11 juillet 1988. Nous venons de rentrer de chez des amis. Et devine qui j'y ai vu? Nos nouveaux voisins, à qui vous avez vendu la villa. Mes parents ont sympathisé avec eux. Ce serait bien s'ils nous invitaient, comme ça je pourrais visiter ton ancienne maison. Tu me manques tellement. J'ai rempli la dernière page du carnet le mardi 1er janvier 1990. Pièce à conviction numéro 15, rêve 2. Nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 1988, 15 ans. Rentrée des classes au lycée. Nous venons de nous retrouver. Nous pleurons de joie, nous rigolons, nous nous embrassons, nous discutons ensemble. Et puis, tu pars seule. Triste, je te suis. Tu rentres alors dans une propriété où se trouve une grande maison blanche, avec seulement une immense porte noire ornée d'anges. Tu montes les marches qui s'y dirigent et où se trouvent des statues d'anges. Je te demande où est-ce que tu vas? Tu me réponds dans ma nouvelle maison. Et je sombre alors dans la tristesse. Pièce à conviction numéro 16, la carte de groupe sanguin, 12 juillet 1988, 15 ans. Je me réveille peu après 7 heures. Depuis quelques jours, j'ai tendance à marcher voûtée et me plaindre d'une sensation de poids dans le ventre. Ma mère décide de m'emmener passer des examens. Un rendez-vous en entraîne un autre.
Le matin, échographie abdominale. L'après-midi, gynécologue, prise de sang pour connaître mon groupe sanguin, hospitalisation. Juste avant de partir à la clinique, j'écris à Claude dans le carnet. Si tu savais, je viens d'apprendre que je devais rentrer à la clinique ce soir au lieu de partir 4 jours en bateau. J'ai tellement besoin de toi. Je me souviens du coucher de soleil vu de la chambre, de ma mélancolie. À la télé, je regarde un vieux film, La machine à explorer le temps de Georges Pal. Le lendemain matin, on m'enleva un kyste ovarien dermoïde, appelé aussi tératome, tumeur monstre. Autrefois, on pensait qu'ils étaient des restes d'anciens jumeaux absorbés dans le corps du fœtus. On se séparera de moi, ce vestige d'un double. Ma carte de groupe sanguin date et datera toujours de ce jour. Pièce à conviction numéro 17, l'avalanche, 15 juillet 1988, 15 ans. Je me réveille tôt et retrouve ma mère qui se prépare dans la salle de bain. Très vite, elle me dit qu'elle ne veut pas que je sorte le soir en voiture, alors qu'il n'en a jamais été question, que je viens de rentrer de la clinique et que je suis bien trop jeune pour les virer en voiture. Elle me dit qu'il y a eu une hécatombe chez des amis de mon frère, qu'une jeune femme que je connais est morte. Je ne veux pas qu'elle me dise son nom. Je quitte la salle de bain. J'ai du mal à respirer. Dans le salon, je ne vois pas les journaux à leur place habituelle, sous la table basse. Je finis par les trouver cachés en haut de la bibliothèque. Je les prends et m'enferme dans ma chambre. Je sens ce que je vais lire, l'instant avant la chute, la fin du sursis entre le drame et l'annonce du drame. Assise sur mon lit, je lis tous les détails sur l'effroyable collision le 12 juillet, peu après 7 heures du matin. L'alcool et la fatigue du jeune conducteur responsable de l'accident, le choc très violent, la voiture encastrée, l'amas de tôle froissé et l'extraction des victimes. Le journal avait été caché pour m'épargner ça, pour me protéger. Je sus plus tard que mon frère, qui a pris l'accident le jour même, avait dit à ma mère, qui appelait de la clinique, de ne pas m'en parler, que je ne me réveillerais pas de l'opération si je l'apprenais. Pourquoi lui a-t-il dit cela ? Il ignorait ce que je ressentais pour Claude. En raccrochant, ma mère avait étouffé sa peine et camouflé l'arme qui aurait tué sa fille. J'ai été prise dans l'avalanche ce 15 juillet. Je suis ressortie sonnée de ma chambre. J'ai reposé discrètement les journaux sur le haut de la bibliothèque. Je n'ai rien dit à personne. Été 1988. J'ai tout juste 15 ans. Je suis secrètement amoureuse d'une amie de mon frère. Personne ne le sait. Nous ne sommes pas dans le même collège, mais nous serons dans le même lycée à la rentrée. Je compte les jours et tiens pour elle un journal. Le 12 juillet, je suis hospitalisée d'urgence. À mon retour, 3 jours plus tard, ma mère m'annonce que des amis de mon frère ont eu un accident de voiture, qu'une jeune femme que je connais est morte. Je ne veux pas qu'elle me dise son nom. Je m'enferme dans ma chambre avec les derniers Nice Matin trouvés dans le salon. Il y a ce grand titre en première page. Été meurtrier sur les routes de juillet. La photo d'une carcasse de Renault 5 et son nom. Une avalanche en plein été. J'ai froid d'un coup comme jamais. Un pont
vient à me manquer. Une avalanche en plein été. J'ai froid d'un coup comme jamais. Froid dans la chambre, froid déclassé, qui t'a mis hors de portée. Ah, 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 c'était un jour sur terre. Ah, 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 ordinaire. Une avalanche en plein été. J'ai froid d'un coup comme jamais. Un pan de glace t'a emporté, qui t'a mis hors de portée. Une avalanche en plein été. J'ai froid d'un coup comme jamais. Froid dans la chambre, froid déclassé. L'air vient à me manquer. Ah, 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 c'était un jour sur terre. Ah, 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 ordinaire. Ah, 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 un simple jour sur terre. Ah, 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 ordinaire. 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 Pièce à conviction numéro 19. Le piano, 15 juillet 1988, 15 ans. Il n'y a pas de vie après ta mort. Cet été-là, je perds 8 kilos. Dans ma bouche, aucun mot. Mon carnet se transforme en journal de deuil. Pourquoi? Non. Pourquoi? Pourquoi? De la colère, beaucoup, et des larmes de nuit que j'empêche de sortir le jour. Ça ne doit pas se voir. Je ne sais pas pourquoi je veux cacher mon chagrin, cacher même que j'ai trouvé le journal, que je sais. C'est pas que de la déprime, pas que du spleen, pas du passager. C'est pas du small, pas du slim, pas qu'un sale moment à passer. C'est son nom effacé. C'est pas qu'une humeur fugace, pas qu'un grand clash aussi vite oublié. C'est du sérieux, c'est du crash, pas qu'un chagrin d'été. C'est mon cœur arraché. À l'éternité. C'est pas l'écho d'une seconde, la forme d'onde d'un jour.
joli ricochet, ça résonne comme une bombe jusqu'à la tombe et longtemps après. C'est son ombre déployée. Vers l'éternité. J'ai fini par l'avouer à ma mère, fin juillet, alors qu'elle tentait une nouvelle fois d'aborder l'accident avec moi. Elle veut m'aider, m'envoyer voir un psy. Je refuse tout. Le piano devient mon refuge. La découverte de la musique sacrée et l'étude d'œuvres romantiques aiguisent ma sensibilité, exacerbent mes sentiments. J'apprends un nouveau langage pour exprimer ma mélancolie, mes tourments et communiquer avec Claude. Je suis certaine qu'elle m'entend jouer. C'est de là que naissent mes premières mélodies, évoquées dans mon carnet et dont je garde une trace sur cassette grâce à l'enregistreur posé sur mon piano. Pièce à conviction numéro 20. Le buste, 16 août 1988, 15 ans. Le 11 juillet 1988, mes parents ont fait la connaissance lors d'une soirée du couple qui a racheté la maison voisine où Claude a vécu pendant un an. Le 16 août, nous y sommes invités à dîner et je me retrouve à visiter la maison. J'y ai visité à la lampe électrique le jardin. Dans la maison, je suis allée dans la cuisine déjà meublée, qui était la même que la tienne, le salon, les toilettes, la salle de bain avec sa même baignoire, le même lavabo, la même armoire, la même glace où se reflétait ton image, l'escalier que tu montais pour aller dans ta chambre et toutes ces choses que tu avais touchées et que j'ai touchées, ce lieu où tu as vécu pendant un an, c'était ta maison. Et je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai vécu hier soir, mais j'ai totalement vécu dans le passé. Je te voyais vivre dans cette maison. J'y retourne durant l'été pour garder leurs enfants. Cette fois, je monte à l'étage et visite les chambres. Leur fille me montre le grenier. J'y remarque un calendrier commercial où étaient inscrits des rendez-vous. Esthéticienne Claude. Ce calendrier a appartenu à ta famille. C'était si étrange de tomber dessus, d'être là. Plus tard, le couple m'offre un buste que j'aimais particulièrement et qui décorait une niche de la maison. C'est une reproduction de La fillette aux nattes de Jacques Sally. Il ne m'a jamais quittée. Pièce à conviction numéro 21. L'ami. 6 septembre 1988, 15 ans. La rentrée des classes devait être le jour de nos retrouvailles, être le plus beau jour de ma vie. Je me souviens de ce mardi comme d'une journée sur pilote automatique. Trop de bruit et d'agitation. Je navigue à vue dans le lycée, mais remarque une jeune femme assise au fond de ma classe, comme une apparition. Je n'en dis rien à mon carnet en rentrant le soir. Depuis le 15 juillet, je n'ai plus le droit d'éprouver quoi que ce soit, pour qui que ce soit, à moins d'un signe de la part de Claude. C'est la règle. Quelques semaines plus tard, l'absence d'un professeur offre une heure de liberté aux secondes, dont une partie va se poser dans un café. Je suis le groupe et m'installe à sa table. J'ai noté dans mon carnet notre premier échange. Samedi 24 septembre 1988. T'as un très beau prénom, Maude. Ça me fait penser à Claude. J'adore ce prénom pour une fille. Maude, Claude, Maude, Claude. T'es très jolie quand tu souris. De quel signe es-tu ?
cancer. Un cancer, c'est le mois de juillet. Claude aussi était cancer. Elle me fait penser à Claude. Claude D? Ouais. Tu la connaissais bien? Oui, assez. Elle était dans notre classe l'année dernière. L'amie était une amie de Claude. Cette conversation me donna le sentiment d'avoir son assentiment. Elle devint mon amie. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je t'aime. Maintenant, je passe mes nuits à t'écrire des poèmes. À la bougie, en écoutant le requiem. De Mozart, Bach, Lacmé, toujours un peu les mêmes. Je traîne mon spleen dans les couloirs du lycée. Un Doc Martens, les larmes prêtes à imploser. Après les cours, je retourne à ta poussière. Loin du monde, je me sens bien seule sur terre. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je t'aime. T'as même pas pu lire et te moquer de mes poèmes. Me rembarrer, me renvoyer dans ma tanière. Me dire d'aller pleurer dans les jupes de ma mère. Je ferai tout pour revenir en arrière. Avant le crash, l'impact, avant le cimetière. Revenir à l'instant T, être un murmure. Te dire de ne pas monter dans la voiture. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je t'aime. De jouer mes mélodies en chantant mes poèmes. À l'époque, elles étaient joyeuses et légères. C'était avant que ta mort me mette la misère. Je ferai tout pour revenir en arrière. Avant le crash, l'impact, avant le cimetière. Avant la suite, la minute où je chavire. Te prendre dans mes bras, te protéger du pire. J'ai pas eu le temps de te dire que je t'aime. Tu resteras mon grand amour post-mortem. Ça te fait une belle jambe. Et si tu l'ignores, je peux te dire qu'il n'y a pas de vie après ta mort. Pièce à conviction numéro 22. Les règles de non-vie, automne 1988, 15 ans. Je n'étais pas dans la voiture avec Claude. Je n'étais pas responsable de l'accident. Et pourtant, je me suis mise à développer une forme de syndrome du survivant. Dans mon carnet, cette phrase, répétée tant de fois à celle que j'appelais mon âme sœur, De nous deux, c'est moi qui aurais dû mourir. pour me punir, je suis un ensemble de règles, excluant tout principe de plaisir, toute joie. Ne pas rire, ne pas me nourrir, ne pas aimer, ne pas me lier à des personnes étrangères à Claude, ne pas trouver quelqu'un sympa, trouver toute personne vivante nulle d'être vivante, détester la vie. Manger, boire, Non, se non, prélasser au soleil, non, non, rêvasser, s'amuser, non, non, rencontrer des gens, non, non, tomber amoureuse, non, non, rire aux éclats, non, regarder une connerie à la télé, non, non, écouter de la musique pop, non, non, ne rien faire, non, non, voir des amis, non, non, rester légère,
Regarder le ciel, non, non, lire des choses futiles, non, non, dire des choses futiles, non, se faire plaisir, non, vivre, non, 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 Pièce à conviction numéro 23, Le cimetière. Hiver 1990, 17 ans. Je l'ai d'abord imaginé dans un cercueil en verre, dormant, pouvant être réveillé par un baiser. Puis je l'ai cryogénisé en pensée dans de la glace, espérant qu'une technologie future la ramène à la vie après la mort. Avant ma mort. Je mis du temps à réaliser. Claude repose dans le cimetière en contrebas de son village. Il m'est arrivé de le contourner en voiture, de le surplomber, le cerveau en veille, plongé dans une sorte de brouillard. Un jour, j'ai acheté un rosier et j'ai demandé à l'ami, qui n'habitait pas loin, de le déposer sur sa tombe avec un petit mot sur lequel j'avais écrit le refrain des Vieux Amants de Brel. Je ne suis jamais allée sur sa tombe, persuadée que cela me tuerait, que mon cœur s'arrêterait de battre avant même de voir son nom avec les dates. Je ne sais pas à quoi ressemble ce petit bout de terre où son corps repose. En écrivant ces lignes, je réalise qu'elle est là, quelque part, que je pourrais dire « Je vais voir Claude ». Cette pensée me rassure et me broie le cœur. Nul besoin de la prévenir avant. Elle n'a pas bougé. Aucun vol pour où tu pars, aucune traversée, aucun arrêt, aucune gare, personne où te trouver. Aucune ville, aucun arbre au perché, au-delà des tranchées. Rien ne t'atteint plus où tu pars. Aucun mot, aucun baiser, aucun appel, aucun regard. Personne où te trouver. Aucune ville, aucun arbre au perché, au-delà des tranchées, aucune au mille, aucun arbre au perché, aucun astre où sonner.
Pièce à conviction numéro 24. Le clairvoyant, été 1991, 18 ans. Perdu, je décide, l'été de mes 18 ans, de consulter un clairvoyant. Une proche de Claude, avec qui je me suis liée d'amitié, m'en avait conseillé un qu'elle avait consulté. Je finis par prendre rendez-vous. Je ne suis pas du tout familiarisée avec ce type de pratique et je me sens mal à l'aise, mais j'ai besoin d'un point de vue spirituel sur ce que je vis, car ce que j'éprouve n'a aucune explication. J'ai besoin qu'on m'aide à définir ce qui me lie à Claude. Quand j'entre dans l'appartement de Y, où il consulte, il me dit qu'il y a de la musique autour de moi. Il entendait le requiem de Mozart. Puis il me dit que la musique allait me permettre de m'ouvrir au monde, qu'elle serait une sorte de pont. Qu'il fallait que j'entre dans la main de la vie. Et au sujet de Claude, il me dit que nous faisions partie de la même famille spirituelle, que nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, que c'était comme si nous étions la même personne. L'idée du double, qui était mon intuition première, revient. J'écris immédiatement à cette amie pour lui raconter le rendez-vous. Elle me répond, le mardi 3 septembre 1991. Chère Maude, j'ai bien reçu ta lettre qui, il faut l'avouer, ne manque pas d'intérêt. Cet entretien avec Y a été plus enrichissant à ce que je vois et m'a troublée sur certains points. Lorsqu'il parle de tout ce qui émane de toi, la musique, les chants, il avait dit exactement les mêmes choses pour Claude. Il avait même cité le requiem de Mozart. La musique exprime la pureté et surtout un niveau spirituel assez élevé, ce qui explique ta sensibilité tellement exacerbée. Claude était pareil. Tu lui ressembles tellement. Je l'ai réalisé en faisant tous ces rapprochements et en regardant cette photo que tu m'as envoyée. Les mêmes traits, la même expression du regard et la démarche correspond aussi. Tout ce que Y t'a dit, je le crois volontiers. Ce qu'il t'a dit par la suite, tu dois y penser tout particulièrement. Je parle du changement intérieur et du fait que tu dois t'ouvrir davantage. C'est très important. Je t'embrasse. Pièce à conviction numéro 28. Le livret d'opéra. Le déclic vient d'une dédicace sur une partition de Chopin que j'apprends à jouer l'année de mes 17 ans. La valse brillante, opus 34, dédiée à Madame la baronne d'Ivry. J'aime que 2 siècles plus tard, on puisse faire perdurer l'amour d'une personne pour une autre en jouant sa mélodie. Je veux, moi aussi, que mon cœur puisse continuer de battre pour Claude bien après ma mort. Je veux lui écrire un opéra, un chef-d'œuvre qui sera joué durant des siècles. Je veux écrire son nom en dédicace et qu'ainsi nos 2 noms soient réunis à jamais. Je veux que le monde entier pleure sur cet opéra, que le monde entier pleure Claude. J'écris en 1995 l'ébauche d'un livret, une sorte de conte fantastique autour de notre lien indicible. Puis je le mets de côté en me promettant d'y revenir plus tard. J'ai œuvré durant toutes ces années pour aller dans le sens de cette promesse. En 2019, alors que je réfléchis à mon prochain album, je réalise qu'il serait temps d'honorer ma promesse. Avec les années, j'ai purgé le plus dur de ma peine. Je ne suis plus l'adolescente exaltée qui voulait porter Claude au sommet du monde avec son opéra. Je vais me lancer plus simplement dans ce que je sais faire, un album concept, un album inspiré de mon journal de deuil. Pièce à conviction numéro 29. Rêve 3, automne 2019, 46 ans. Je suis sur une autre planète, semblable à Mars. C'est la nuit. Il n'y a ici qu'un chemin sur lequel se dessinent des silhouettes qui avancent dans ma direction. Près de moi, une drôle de petite créature pleure parce que son vivant n'est pas là. Je me penche sur elle pour la consoler. En me relevant, je remarque un café dans lequel j'entre. J'aperçois alors Claude, assise, la tête posée sur ses mains, qui m'observe avec un regard d'une infinie tendresse et me sourit.
Je m'assois à sa table. Elle a mon âge. Je la regarde, si émue de la revoir, et lui demande pourquoi elle n'est jamais venue me rendre visite. Elle me dit qu'il suffisait de l'appeler. Je ne relève pas. Puis elle me parle du piano, insiste sur le fait qu'il faut que je travaille mon piano, que je me concentre sur lui uniquement, comme si je m'égarais sinon. À mon réveil, je trouve un peu culotté qu'elle m'ait dit qu'il suffisait que je l'appelle, vu le nombre de fois où j'ai le sentiment de le faire, en vain. Je décide d'écouter le rêve et m'interdis d'utiliser l'outil informatique pour laisser l'inspiration venir au piano. De cette façon, pas de déconcentration possible, alors que j'ai pour habitude d'orchestrer directement mes morceaux. Étrangement, les quelques fois où je triche en voulant rallumer mon ordinateur, je rencontre des problèmes techniques. Je m'amuse à penser que c'est un coup de Claude. Je pose mon enregistreur sur le piano comme quand j'avais 15 ans et me replonge dans mon journal de deuil. Où est passée la teenager? Jour rose et taches de rousseur de l'album aux photos jaunies. Où sont passés mon petit baigneur, mes casques et mon baladeur, le monstre caché sous mon lit? Le temps s'enfuit avec ma vie. Au voleur, le temps s'enfuit avec toute ma vie. Au voleur, où est passée la teenager? Jour rose et l'air doux rêveur de l'album aux photos jaunies. Où sont mon vieux vélo moteur, mes casques et mon baladeur, les massettes musique 80s? Le temps s'enfuit avec ma vie. Au voleur, le temps s'enfuit avec toute ma vie. Au voleur, je cours après le kidnappeur, je cours après des odeurs de vanille et de patchouli. Je cours après mon cœur teenager qui disparaît dans la nuit. Au voleur. Pièce à conviction numéro 31. Le message, septembre 2022, 49 ans. 1988, Chronique d'un adieu, sort le 11 février 2022. Quelques mois plus tard, à l'issue d'un entretien téléphonique au sujet de ma chanson « Était-ce toi ?», mon interlocutrice me demande si je crois à la présence des morts. Je lui confirme. Elle me dit alors avoir reçu un message médiumnique durant notre échange. Je ne m'attendais pas à vivre cette scène dans un contexte professionnel et encore moins à entendre ce qui va suivre. Le message disait que celle pour qui j'avais écrit mon album était toujours là, qu'elle attendait un au revoir et qu'il était essentiel que je la laisse partir.
Mais il disait aussi qu'une partie de moi était morte avec elle et qu'il était urgent pour m'accomplir que je laisse cette partie de moi revenir à la vie. En raccrochant, j'ai 15 ans. Mes émotions remontent intactes. Le raisonnement que je m'efforce à tenir depuis 30 ans s'écroule en quelques secondes. Je ne sais pas où regarder. Elle est là, mais où ? Je cherche Claude, je lui parle. Je ne veux pas la retenir, mais je ne veux surtout pas qu'elle parte. Je revis la déchirure de mon adolescence quand j'avais appris son déménagement. Oui, j'aimerais qu'elle reste avec moi. Pour toujours. Si elle est là depuis 34 ans, ça veut bien dire qu'il y a un truc fort entre nous. Et me laisser l'entrevoir, puis me l'enlever, je trouve ça cruel. Pièce à conviction numéro 32, Esprit, octobre 2022, 49 ans. Je parle du message médiumnique à l'énergéticien qui me suit depuis 4 mois, pensant qu'il m'aidera à retoucher terre. Comme en témoignent les notes prises pendant l'entretien, c'est tout le contraire. Claude est hyper présente. Une partie seulement de son énergie est encore là. Mais elle n'est pas là que pour vous. Ça n'est pas vous qui la retenez. C'est comme si elle avait été un guide pour vous. Elle n'est pas venue dans votre vie par hasard. Elle avait une mission. Votre révélation, votre créativité en font partie. Vous aviez besoin d'être à son contact pour trouver votre voix, votre expression, votre créativité. Le disque et le livre vous permettent de faire le deuil dans la matière. C'est lui dire au revoir. En vous libérant, vous la libérez. Elle sent la lumière envoyée, ça lui fait du bien. Pas plus d'infos. Votre album, vous l'avez écrit vite, non ? En 2-3 mois. Composition venue comme une évidence, facilement. Elle vous a aidé dans la création, vous a soufflé la musique. C'est comme si vous aviez composé à 4 mains. Aidé à aller au cœur de vous-même. Accords, sonorités, pas par hasard, musique du ciel. Il ne voit pas l'utilité de la libérer vu que ça n'est pas moi qui la retiens et que ma création la libère. Mais il me confirme l'urgence d'oser rentrer dans la lumière. L'idée du double revient. Une madeleine, un bel effet, un cadre ébène, soudain tombé, une odeur tienne, un parfum sucré, mieux qu'une aubaine. Un hasard clé, un acouphène, comme une pensée. Le vent séchant mes larmes, la chaleur sur mes drames. Était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi, C'était moi, était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi, c'était moi. Ton souffle sur mes larmes, ton regard sur mes drames. des signaux quand je rame. Un vacillement de flamme. Une mise en scène De rêve parfait. un verre de Verlaine que tu aimais. Le vent chassant mes drames, la chaleur en mon âme. Était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi, C'était moi. était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi?
Était-ce moi? Était-ce toi? Était-ce toi? Était-ce moi? Était-ce toi? C'est à 15 ans qu'a commencé l'écriture de mon album. C'est à 13 ans qu'a commencé l'écriture de ce livre. Sinon, pourquoi aurais-je pris soin de tout noter? Alors que j'inscrivais sur mon cahier d'écolier privé SVP, je ne me doutais pas que j'écrivais le titre de mon livre, que j'étais le personnage d'une histoire où allait se dérouler un drame, que Claude allait mourir. Je ne doutais pas qu'un jour, je laisserais lire à tous ce que je n'osais alors dire à personne, dire au monde que je l'aimais. Je viens de là, de ces quelques heures de ma vie passées avec elle, une éternité, de l'adolescente que je fus, d'une adolescente qui a vécu un instant de grâce. Demain j'arrête tout, de me morfondre, de penser à vous. Au ciel, demain je m'en fous. Je prends du temps pour moi sans remous. Du ciel finit la mort, laissant faire. Moi demain je reviens sur terre. Demain j'arrête tout, les souvenirs, ton rire qui me cloue. Au ciel, demain je renoue avec la vie, avec l'heureux tout. Du ciel finit la mort, laissant faire. Moi demain je reviens sur terre. Demain j'arrête tout. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête tout. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête tout. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête tout. Après-demain j'arrête. Après-demain j'arrête. Après-demain.